Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Tous les plaisirs est pour nous de vous retrouver de nouveau pour décrypter les grandes questions d'actualité qui sont marquées par la publication du gouvernement provincial. Daniel Bumba, quelques jours après son investiture, a dévoilé son équipe gouvernementale composée de 10 ministres provinciaux, mais aussi de 10 commissaires généraux. On retrouve notamment quelques figures déjà connues du grand public, à l'instar de Junior Nembalemba, nommé commissaire à l'industrie, Magloire Kabemba, ministre provincial des Finances, Bob Amiso, nommé ministre provincial des Transports, mais aussi Jésus Noël Seke, qui est nommé ministre provincial du Plan et Budget pour les comptes de la ville-province de Kinshasa. On va décrypter, mais aussi analyser la composition de cette équipe gouvernementale. Qu'est-ce que les Kinois doivent attendre de cette formation gouvernementale? On en parle dans cette émission. On va aussi faire le point sur la situation de l'ACP, l'un des partis politiques déclarés parmi les frustrés de la sortie du gouvernement Judith Luka. Qu'en est-il de cette formation politique portée par Gentini Ngobilambaka? Est-ce un parti en voie de disparition? Nous en parlons dans cette émission. À l'Assemblée nationale, il y a aussi cette polémique autour des frais alloués au déplacement du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, mais aussi sa délégation composée de 22 personnes, parmi lesquelles 10 députés et 12 membres de son cabinet. Le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Jean-Claude Isaac Chilumbaï, a fait savoir qu'il n'y a jamais eu abus dans le décaissement des fonds au niveau de l'Assemblée nationale. Entre-temps, au niveau de l'opinion, la polémique continue encore de faire la une de certains journaux, notamment en ce qui concerne cette situation. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Maître Gauthier Sopambou de l'ACP, avec qui nous allons parler de tous ces sujets. Bienvenue, Maître. Merci beaucoup, très cher Hervé, pour cette opportunité, pour cette émission. Je voudrais profiter par votre micro pour saluer tous les peuples congolais qui va prendre l'occasion de nous suivre cet avant-midi. Je crois que nous allons parler, comme vous avez dénoncé les points inscrits du jour, nous allons parler de la République. Très bien. Parce que nous sommes fiers d'être Congolais, nous devons défendre notre République. Très bien, vous êtes arrivé pratiquement avec 35 minutes de retard. Non, vous avez évoqué les embouteillages. Exactement. Ça prouve à suffisance que Gentini Ngobila, qui venait d'être gouverneur de la ville, n'a pas bien géré la ville, malheureusement. Non, je crois que nous devons être rationnels. C'est que les embouteillages ne sont pas toujours effectués à Kinshasa. Quand vous effectuez le voyage dans les différents autres pays, vous trouverez le même cas. Mais ce qui est sûr, il y a un mauvais comportement des chauffeurs qui se comportent très très mal. Ils bloquent toutes les entrées et sorties. Et j'ai subi ce sort aujourd'hui. Mais je voudrais présenter mes excuses à vous-même et à tous les peuples congolais qui me suivent pour ces petits légers retards qui est dit indépendamment de ma propre volonté. Très bien. Comment se porte l'ACP, votre parti politique? D'après certains, l'ACP c'était un parti en voie de disparition, un peu comme Renovac qu'on a connu sous André Kimbuta. Vous n'avez pas eu des postes ministériels dans le gouvernement central, malgré votre poids politique. Vous avez rempli les critères d'ailleurs, il fallait 10 députés pour occuper un ministère. Vous avez, je crois, plus de 10 députés, mais vous n'avez pas été servi. Mais au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, on s'attendait à ce qu'un membre de l'ACP soit porté à la tête de l'Assemblée. Ça n'a pas eu lieu, malheureusement aussi. Gentini Ngobila a frôlé aussi la catastrophe pour se faire élire sénateur. Son secrétaire général n'a pas été élu. Bref, est-ce que l'ACP a encore le contrôle, mais aussi la mainmise sur ses élus? Très cher Hervé, je voudrais préciser quelque chose. Il y a certaines personnes, certains détracteurs qui veulent à tout prix aujourd'hui que l'ACP puisse disparaître. Il y a une petite comparaison entre Alliance Congolais Progressiste et l'ancien parti politique de l'ancien gouverneur Kimbuta. On dit que c'est la même chose. Exactement. Lorsque le gouverneur, les partis vivent encore, mais lorsqu'on quitte comme gouverneur, les partis doivent disparaître. Mais je voudrais rassurer à tous les Kinois, en particulier en général toute la population congolaise, que Alliance Congolais Progressiste, parti cher et sénateur Jean-Claude Blambak, est en bonne et due forme. Mais certaines réalités politiques actuelles font en sorte que l'ACP subisse certaines injustices, comme entre autres, comme vous venez de le dire, mon très cher ami,
nous avons 12 députés nationaux, nous avons été consultés par la Première ministre, mais nous avons été surpris lors de la publication du gouvernement central. Alliance Congolais Progressiste n'avait aucun ministre national. Mais aujourd'hui, il y a toute une brèche qui est au fond pour que le chef de l'État puisse regarder, jeter un coup d'œil au niveau de la CP, parce qu'il y a une ministre déléguée près de l'environnement qui vient de démissionner. Ça sera aussi une opportunité pour que ACP puisse bénéficier d'un membre du gouvernement. C'est notre droit le plus légitime. Et nous sommes les seuls partis politiques, presque le seul, qui avait vraiment mouillé les maillots pour le chef de l'État dans toutes les 26 provinces, je vous dis. Et nous sommes installés et plantés dans toutes les 26 provinces. Et toutes les 26 provinces, en tout cas, ont voté pour le chef de l'État et ACP a contribué quelque chose. Mais aujourd'hui, voir cette injustice que nous subissons, mais je pense que le chef de l'État, comme le père, il va nous remettre nos droits les plus légitimes pour que l'ACP puisse bénéficier de quelque chose. Mais je vous dis qu'il y a certaines personnes qui sont venues à l'ACP parce que... ces personnes? Non, attendez, je voudrais préciser... chercherait à vous étouffer. Non, je voudrais vous dire quelque chose. Il y a certaines personnes qui sont venues à l'ACP pour bénéficier de quelque chose chez Jean-Tigo Blamba. Nous sommes les fidèles de Jean-Tigo. À qui faites-vous allusion? Non, je ne cite pas les noms. Qui a profité de l'aura de Ngobila? Je ne cite pas les noms. Il y a certaines personnes aujourd'hui. Mais il faut les citer. Non, je ne vais pas citer non pas pour faire leur publicité, mais il y a beaucoup de personnes qui sont venues autour de Ngobila Mbaka pour bénéficier de certains miels. Mais aujourd'hui, Ngobila Mbaka n'est plus gouverné. Nous voyons quelques personnes qui veulent quitter, qu'ils partent. ACP, c'est Ngobila Mbaka. ACP sont des militaires qui sont derrière Ngobila Mbaka. ACP va vivre et ACP va encore vivre en 2028. Mais je vous dis, vous imaginez, très cher Hervé, nous sommes à l'Assemblée provinciale. Nous avons 9 députés provinciaux. En dépit du fait que nous devons avoir 10 députés, je vous dis, il y a une députée, Madame Dr Séverine, qui catégoriquement bénéficiait d'un arrêt du Conseil d'État, sous Réa 366, mais l'Assemblée provinciale dit niet, du fait qu'il est au sein de l'ACP, il ne va pas entrer au sein de l'APK. Donc à ce jour, l'APK compte 43 députés au lieu de 44. Non, ça compte 44 députés avec quelqu'un qui a été invalidé, mais c'est Clovis Sambomolel. Invalidé depuis le 17 avril 2024. C'est pas possible. Mais il siège jusqu'aujourd'hui, il est membre du bureau. Ah bon? Le Conseil d'État signifie l'ancien procès de quitte à salarié, on refuse totalement. Et on fait le groupe parlementaire au sein de l'Assemblée nationale, et on prend quelques députés, nos députés de l'ACP ont été débauchés en pleine législature, malgré l'arrêt du principe de la Cour constitutionnelle, que le mandat député est son propre mandat. On débauche des députés de l'Assemblée de l'ACP, on nous laisse 4 députés de l'ACP, mais non inscrits. Ce qui se passe, c'est une injustice que nous ne pouvons pas accepter. Même si on veut que l'ACP disparaisse, mais ce n'est pas de cette façon qu'on peut disparaître un parti. Mais on vous reproche exactement quoi? C'est ça la question. Moi, au fond de moi, je me dis, qu'est-ce que vous reprochez de Ngobila Mbaka? Qu'est-ce que vous reprochez à ces grands partis politiques qui n'ont que 2 ans aujourd'hui? On ne sait pas comprendre, c'est la question qu'on se pose. Mais il se pose aussi une question de la moralité de vos élus. Comment vous avez 9 députés provinciaux et que l'autorité morale du parti soit candidat sénateur et que ces derniers puissent frôler la catastrophe? Il a été élu avec, je crois, 4 voix. Mais vous, le secrétaire général du parti, 0, je crois, 1 voix. C'est ridicule pour nos députés provinciaux, membres de l'ACP. L'autorité morale qui a 9 députés. Et je rappelle à ces députés provinciaux qu'ils ont été élus d'un effort d'ensemble. Pour avoir les seuils de représentativité nationale, c'est tout le monde, c'est toute l'état de la République du Congo. Mais ils ont été élus et l'autorité morale qui a 9 députés provinciaux, il a fourni, vous le dites, il a fourni la catastrophe. Le dernier sur la liste d'ailleurs. Le dernier sur la liste. On devait avoir des fils que 8 ou 9. Et puisqu'il y avait 2 candidats ACP, il fallait que... Même les fils que 5 et 4. 5 ou 4, oui. On devait avoir des sénateurs. Notre secrétaire général, dont je salue Charles Mboutamoutou, quelqu'un qui est très fort, quelqu'un qui a été aussi injustement écarté par la CENI, du fait de ce qui est passé, de cette chose qui est passée, de fraude et tout ça. Jusqu'à présent, les progrès pour la Cour de cassation demandent à la CENI de prouver là où Ngobila Mbaka a triché, On demande même aux électeurs d'apporter des preuves. Voilà. C'est-à-dire, il y a des choses qui ont été boutiquées, montées, c'est pour saluer l'image de Ngobila Mbaka, mais Ngobila Mbaka c'était chrétien. Je me souviens, une parenthèse vite, Jean-Tigo Ngobila Mbaka nous reçoit dans un bureau politique, il dit nous devons mettre une dimension spirituelle. On va mettre Dieu au les centre. combats que maintenant la dimension spirituelle. Aujourd'hui, c'est grave. Ce que Ngobila Mbaka nous a dit, je comprends que cet homme incarne certaines valeurs. Il dit nous devons mettre Dieu
au centre de tout ce que nous faisons. Et aujourd'hui, le combat que nous menons aujourd'hui, c'est Dieu qui est devant. Mais que ceux qui veulent en tout prix que ACP et Ngobilambaka va disparaître, Comment ça? Donc je vous dis, c'est un parti politique qui a été créé avec les efforts, avec la spiritualité de Dieu, et aujourd'hui chercher comment les faire disparaître par une injustice comme ça. Je pense que même Dieu lui-même ne serait pas d'accord. Vous décriez l'injustice, vous êtes privé pratiquement de tout, mais vous faites encore quoi dans cette forme, dans cette plateforme qui s'appelle Union Sacrée? Pourquoi vous ne quittez pas? Non, je voudrais vous préciser que il est derrière le chef de l'État. Mais le chef aussi voit tout ce que nous subissons comme injustice aujourd'hui. Nous sommes la deuxième force politique au sein de la ville de Kinshasa. Par principe, on doit avoir soit l'exécutif, soit l'Assemblée provinciale. Exact. Nous avons raté tous ces des grandes choses-là. Pourtant, il y avait aussi un principe établi. Oui. La première force va occuper le gouvernorat, la deuxième, l'Assemblée provinciale. Mais vous avez encore pris tout ça. Comment au niveau de l'Assemblée nationale, on fait des élections primaires au sein de l'Union Sacrée. Au niveau du Sénat, on a organisé les élections primaires. Mais on devait aussi organiser les élections primaires au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et aussi au niveau de l'exécutif de la ville de Kinshasa. On a à voir qui seront pour, qui seront contre. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est une injustice. Et je me dis, mais nous sommes où? Très bien. Alors, il n'y a pas que... Et ça frise, c'est pas bien. Il n'y a pas que l'ACP qui se plaint, il y a plusieurs regroupements politiques, membres de l'Union Sacrée. Non, aucun regroupement politique qui a... S'il vous plaît, aucun regroupement politique qui a 12 députés nationaux n'a pas bénéficié d'un ministre central. Non, mais les regroupements... Ah bon? Il y en a 7. Oh. Je vous dis, nous avons 12 députés nationaux. C'est une révélation, ça. Mais je vous dis, il n'a pas été 10 députés. Mais comment expliquez-vous tous ces bruits qu'il a fait à travers les médias? Il a dit qu'il a mouillé les maillots. Moi je comprends. Bon, il doit être un homme il parlait donc à titre individuel. Nous, on nous a dit que c'était une omission. Cette omission soit involontaire. Mais je crois que le chef de l'État prendra incessamment une ordonnance. Très bien, je reviens sur ma question. Non, s'il vous plaît, je voudrais conclure. Je crois que le chef de l'État prendra une ordonnance pour nommer un nouveau ministre. Parce que vous avez aussi le profil. Parce qu'il faut aussi voir les profils. Non, on a dit ceci. Parce que vous avez des hommes et des femmes capables de porter ou de répondre à des actions publiques. Aujourd'hui, il y a la province de Maniema qui n'a pas été représentée au sein du gouvernement central. Si vous suivez tous les regroupements politiques qui ont présenté les candidats de Maniema, nous avons un candidat de Maniema également, mais qui nous devons bénéficier au chef de l'État parce que nous avons 12 députés. Les deux autres regroupements-là ont déjà des ministres au sein du gouvernement central. Mais nous n'avons pas encore un seul ministre. Je crois que nous avons un profil le plus approfondi pour bénéficier d'un membre du gouvernement. Alors, qu'est-ce qui pourrait être à la base de cette injustice? Parce que l'ACP n'est pas le seul parti ou le seul regroupement à se plaindre. Il y a aussi Modeste Batiloukwebo qui n'est pas content de la répartition. D'ailleurs, ça c'est une information que j'ai puisée en interne au sein de l'AFDC. L'ordre a été donné à tous les communicateurs de l'AFDC de ne plus prendre la parole dans les médias, de ne plus commenter l'actualité. En raison de cette frustration, Eliezer se plaint. Bref, plusieurs partis et regroupements se plaignent. Alors, qu'est-ce qui pourrait justifier cette injustice? Est-ce la première ministre qui n'a pas été juste et égale dans la répartition des ministères ou une main noire politique? Ici, je ne vais pas aborder la question de cette façon, mais je suis en train de réfléchir comme politique. C'est que nous avons un présidium au sein de l'Union Sacrée. Le chef de l'État, il est au sommet. Ben déjà, les membres de ces présidiums entre eux... Non, attendez. Il y a aussi beaucoup de soucis. Exactement, il y a des soucis. C'est le présidium qui devait faire en sorte que... Ils sont comme des pères. Oui. Les enfants ne sont pas... Il y a une grande méfiance entre eux. Mais même le présidium, là-bas, apparemment, je pressens, il y a certaines frustrations également entre eux. Aujourd'hui, ils ne se supportent pas. Le professeur Bati, avec beaucoup de députés,
devait avoir beaucoup de ministres. Il avait séché votre dernière réunion. Bon, on m'a dit qu'il avait connu un petit souci ailleurs. Bon, là, c'est leur famille politique. Moi, je parle de notre famille politique à l'Est congolais progressiste. C'est que le présidium doit faire en sorte que les membres, les partis politiques qui sont là ne soient pas en tout moment frisés. Parce que c'est dans cette union-là que nous rendons le chef de l'État fort. Dans cet assemblage-là, que nous sommes en train de défendre les chefs de l'État. Un seul parti politique ne peut pas seul défendre les chefs de l'État dans toutes les 26 provinces. Voilà pourquoi on dit le principe de la représentativité, pour que toutes les provinces soient représentées, afin que les chefs de l'État soient forts. Aujourd'hui, ce que je vous dis, nous, notre parti politique doit bénéficier d'un membre du gouvernement. Si c'est pour le Maniema, nous avons aussi quelqu'un de Maniema. Je crois que le chef de l'État, comme un bon père, un bon papa, ne va pas nous laisser comme ça. Est-ce que vous vous sentez étouffé par l'UDPS comme parti présidentiel? Parce que au sein de votre famille politique, il y a quand même certains courageux qui ont haussé le ton pour décrier la gloutonnerie de ces partis présidentiels. Est-ce que vous vous sentez réellement étouffé par l'UDPS? Non, pas du tout. Il y a certaines personnes... Il faut être sincère, l'UDPS a... Attendez. Il y a certaines personnes... 3 vice-primatures. Il y a certaines personnes qui ont voulu nous mettre en conflit inutile avec notre partenaire le plus privilégié. UDPS est un parti politique qui a milité pendant 37 ans et nous n'avons que 2 ans. Et UDPS aujourd'hui reste et demeure notre partenaire le plus privilégié. Nous n'avons aucun problème. Un partenaire qui marche sur vous. Je ne crois pas que c'est UDPS. Un partenaire qui se taille la part du lion. Non, moi je ne crois pas que c'est UDPS qui nous étouffe. Avec UDPS, nous avons de très bonnes relations. Notre secrétaire général Charles Mboutamoutou raconte en tout moment le secrétaire Augustin Kabouya, dont je salue en passant. En tout moment, ils échangent, ils parlent de la République. Je crois qu'entre UDPS et ACP, il n'y a aucun souci. Nous sommes en bon terme. Nous avons de très bonnes relations. Et surtout que nous sommes les enfants d'une même famille. Nous devons faire un effort toujours de bien cohabiter pour que nous servions les chefs de l'État et la République. Est-ce que vous serez en mesure de tenir jusqu'en 2028 à cette allure, avec les frustrations à répétition, avec des coups bas qui se donnent entre vous, avec des crocs en jambes? Est-ce que vous serez en mesure de tenir jusqu'en 2028? Mais aussi, il faudra attendre aussi la question de la désignation du dauphin. Est-ce que vous êtes en mesure de vous souder et accompagner Félix Tshisekedi jusqu'à terminer son mandat en 2028? Moi, je voudrais rappeler ce qui nous a été instruit par notre autorité morale. Notre autorité morale, Jean-Thierry Belambak, nous a instruit que nous devons et nous restons toujours loyaux et fidèles au chef de l'État. Jusqu'en 2028, nous le servons, nous servons la République. Je crois qu'il n'y a pas un point de vue contraire au sein de l'ancienne Alliance de Congolais progressistes. Les injustices, mais les calomnies. Non, attendez, nous sommes... Ça ne vous dit absolument rien. Nous dénonçons l'injustice. Nous dénonçons ce qu'on nous fait en tout moment pour chercher en tout moment que l'ACP puisse disparaître. Nous croyons que le chef de l'État, comme la haute autorité politique nous sacrée, nous suit. Et il voit que sur la liste, ACP qui a 12 députés, n'a pas un ministère. ACP aujourd'hui, qui a une deuxième force politique qui a ça, n'a pas bénéficié d'une bonne place, d'un bon emplacement. Je crois que le chef d'État voit tout ça. Je crois que les présidents également voient tout ça. Mais pourquoi les gens veulent à tout prix que ACP et Bunga? C'est un parti politique qui il y a 2 ans. Ça peut être aussi un parti exemplaire pour les autres partis politiques. Est-ce que l'ACP n'est-elle pas victime de son recrutement? Parce qu'à la veille des élections ou pendant les élections, les partis politiques ont souvent tendance à recruter des gens susceptibles de ramener des voix, de ramener des sièges. Est-ce que dans ce recrutement, l'ACP n'est-elle pas tombée ou n'a-t-elle pas recruté des gens qui ne partageaient pas sa vision, son idéologie, mais qui sont venus simplement pour se faire élire? Vous pouvez avoir d'une part raison, mais savoir la manière dont vos députés se comportent à ces jours. Ça pousse à réfléchir. ACP est victime de certaines personnes qui sont des traîtres. Qui par exemple? Qui sont venus seulement parce qu'Ngobel était gouverneur. Aujourd'hui, Ngobel n'est plus gouverneur. Certains traités là se manifestent clairement. Vous dites que celui-ci est un traître. Vous faites allusion à Jésus Noël. Je ne cite pas le nom.
Je dis qu'aujourd'hui, ACP est victime de certains traits. Il est présenté par certains comme celui-là qui débauche dans votre parti. Est-ce que la personne que vous citez n'a pas l'aura de Jean Tigbo Bilambaka, ne fait pas ces débats? Il a été présenté sur la liste de l'ACP. Je crois qu'il doit servir l'ACP jusqu'à la fin. Moi, je suis en train ici de dénoncer qu'il y a... Pourtant, il a été candidat président de l'Assemblée provinciale, il a été candidat indépendant. Indépendant, oui, indépendant. Il n'a pas été candidat sur la liste de l'ACP. Nous avons mon vieux Mbokoso qui a été aligné comme candidat de l'ACP. Le résultat, c'est que vous connaissez. Nous, la vie politique continue. Mais je dis, il y a certaines personnes qui sont venues avec l'esprit à traîtrisme pour que Balouka tout prix, pour que Ngobilambaka mais Ngobilambaka reste serein, déterminé avec un objectif principal, tout droit. Et je crois que Baton Bayaki n'esprit en Andegouranga, s'ils veulent partir, je l'ai toujours dit, ils veulent partir. Nous sommes moralement préparés. Nous savons que on a créé quoi que de gauche à droite. Très bien. Mais nous sommes préparés pour continuer avec ACP et défendre les chefs de l'État jusqu'à la fin. Ngobila reste serein et déterminé, mais le passage de Ngobila à Kinshasa continue de faire couler encore beaucoup d'encre de salive. Oui, l'état dans lequel il a laissé Kinshasa, mais même Bumba ici aura la tâche lourde. Est-ce que vous savez l'état? Les routes sont dans un état de délabrement total. Vous savez l'état où la ville n'est pas. Vous savez comment je dis, vous savez comment Ngobila Mbaka a trouvé la ville de Kinshasa laissée par Kimbuta. Ah, Kimbuta lui a laissé des véhicules. Kimbuta lui a laissé. Mais Ngobila Mbaka a laissé plus de 300 véhicules. Ah bon? Oui. Ils sont où ces véhicules? Mais vous n'avez pas vu les images? Ils sont où ces véhicules? Je vais me demander de vous donner les images. Ces véhicules sont où? Dans l'opération Kimbope. Ils circulent où? Dans l'opération. Non, attendez. Dans l'opération Kimbope tout. Jean-Tigbo Bilambaka avait commandé les véhicules. Des grandes tonnes. Et nous avons vu comment les véhicules entraient ici à Kinshasa. Non, on ne peut pas se plaindre. Je crois que Jean-Tigbo Bilambaka a fait son travail. Ces véhicules ont servi à quoi? Non, mais lorsqu'on dit de Kinbopeto, c'est pour l'assainissement et l'embellissement de Kinshasa. La ville est encore très sale jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, on ne peut plus se plaindre pour dire que Ngobila Mbaka a laissé quoi que ce soit. Il est gouverneur. Je salue le gouverneur Daniel Bumba. Il est gouverneur. Il doit avoir un programme. Je crois que nécessairement la PK va. Un programme beaucoup plus ambitieux que celui de Ngobila. Non, plus ambitieux que Ngobila. Oui. Bon, je pense que c'est pas grave. Nous devons voir pendant l'action s'il fera mieux, c'est bien. Moi, je pense que pour le moment, là où Ngobila Mbaka a laissé la ville, lui aussi peut venir faire quelque chose pour que la ville ait la propre. Vous avez laissé le grand marché toujours fermé. Au départ, c'était une fermeture qui devrait prendre, je crois, 1 an ou 2 ans. Nous sommes aujourd'hui à 5 ans pratiquement. Le grand marché n'a pas toujours réouvert ses portes. Vous avez laissé la ville de Kinshasa pratiquement sans route. Vous avez laissé la ville de Kinshasa. Elles sont où? Jean-Tigbo Bilambaka arrive au sommet de la ville de Kinshasa, il construit une route de 6,1. L'avenue Lengesa. Jean-Tigbo Bilambaka arrive à Kinshasa, il construit la route de la paix, Birmanie, Bongolo, Kikwiti et d'autres, j'en passe. Il a construit plus de 90 km. Mais il n'a fait que 5 ans. Le Mokouloutou Kimbuta qui avait laissé la ville, qui a fait 12 ans, n'avait construit que 800 mètres. Couloir Kimbuta. Si nous voulons... Et dans quel état vous avez laissé les avenues Kabinda, Bokassa, Kassavubu, bref, toutes ces avenues, dans quel état vous les avez laissées? Non, attendez. Je n'ai pas dit que Ngobila Mbaka a fait les 100%. Je dis que l'homme est arrivé au sommet de la ville de Kinshasa. Il a trouvé Kinshasa. Il est même en dessous de la moitié. Non. Mais comment vous voyez comment les ONG lui remettent. Les ONG, différentes ONG lui remettent. On connaît comment ça se passe. Hein? Non. On connaît comment ça se passe. Le brevet des meilleurs gouverneurs. On connaît comment ça se passe. Non, mais parce qu'ils ont fait des analyses. Quelle analyse? Ils ont énuméré dans l'actif de Ngobila Mbaka ce qu'il a fait la vie de Kinshasa. Des analyses monétairement motivées. Non. Moi, je crois pas qu'on doit monnayer un brevet ou un encouragement de quelqu'un. Ils ont fait les analyses, ils ont estimé qu'un Ngobila Mbaka a fait mieux. Il doit bénéficier de certaines considérations. Il est à ce jour sénateur. Il est sénateur. Est-ce qu'il se sent de plus en plus tranquille dans l'union sacrée? Je vous ai dit que Jean-Tigbo Mbaka reste serein,
déterminé et objectif sur une vision quelconque. Il a été gouverné pendant 5 ans, il a fait ce qu'il a fait. Aujourd'hui, il est sénateur. C'est dans l'objectif de servir la République. Il est à l'aise, il est calme, il défend toujours le chef de l'État comme il faut. Il nous instruit, nous, ces poulains, pour continuer à soutenir le chef de l'État à 100%, et nous le faisons. Et à bientôt, vous avez vu, les activités de notre très cher et beau parti vont reprendre dans toute la République. Un parti en voie de disparition. Je vous ai dit qu'il ne faut pas suivre ces détracteurs qui veulent la disparition de l'ACP. ACP restera là. 2028, nous serons là. Jusqu'à ce que l'ACP va continuer à vivre. Que ces détracteurs-là, très bien. Allez, on va parler de l'Assemblée nationale. Mais une dernière question. Comment l'Union sacrée, comment les présidiums de l'Union sacrée, comment les différentes structures membres ou les composants de l'Union sacrée doivent se comporter pour régler ces cas d'injustice, ces cas qui créent la frustration entre partenaires de cette plateforme politique? Je l'ai dit tantôt que les présidiums, déjà dans leur niveau, ils doivent être unis, de faire en sorte que leur frustration au sommet ne soit pas dévoilée à la place publique. D'une part. D'autre part, le présidium doit faire en sorte de quitter de leur corps de partis politiques pour servir les différents partenaires membres de l'Union sacrée. Et il y a des gens qui oublient. Au sein de l'Union sacrée, nous avons les partis politiques ou regroupements qui avaient atteint les seuils. Il y a certains regroupements et partis politiques qui n'avaient pas atteint les seuils. Tous les partis politiques là sont membres de l'Union sacrée. C'est-à-dire que lors des différents partages, le présidium doit se rendre compte qu'il y a plusieurs regroupements et chacun des regroupements ou partis politiques doit être bénéficiaire de cet avantage parce que nous sommes en politique. Donc, ils doivent se comporter en famille, comporter comme père, pour que les enfants ne soient pas en tout moment frustrés les injustices. Je vais donner un cas patent. Quelqu'un qui est bénéficiaire d'une décision du Conseil d'État qui siège en dernier ressort en matière de contrôle des résultats des députés provinciaux de la RDC. On signifie les différentes cours d'appel pour exécution. Et les différentes cours d'appel signifient à la CENI pour que la CENI à son tour transmette les listes définitives de toutes les provinces au niveau de l'Assemblée provinciale. Mais tous les députés provinciaux de la RDC qui avaient été en contentieux électoral au niveau du Conseil d'État, tous siègent déjà, mais il y a Mme Sévérine seulement parce qu'il est de l'ACP. Parce qu'il est de l'ACP, ne siège pas au sein de l'Assemblée provinciale. Mais quelqu'un qui a été invalidé, M. Clovis Amomolele, siège à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il est membre du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Quel type de justice? Ça prouve la suffisance qu'il y a encore des réformes à faire au niveau de l'appareil judiciaire. Parce que comment une décision de justice peut souffrir d'application à ça? Sans même vous couper la parole, très cher Hervé, la dame est partie voir les ministres de la justice. L'actuel ministre. Mais monsieur le ministre, excellent Constant Moutamba, moi je croyais que lorsque madame va vous voir, avec toutes les preuves possibles de sa validation, moi je pensais que vous allez prendre une décision ferme pour exécuter cette décision. Aujourd'hui, madame, vous avez vu, il va agir. Nous avons vu seulement les différentes manœuvres qui persistent. Les gens refusent volontairement que madame Sévérine Moliba Kalib puisse siéger parce qu'il est toujours de l'ACP, parce que c'est gentil comme Blambak. Très bien. Même les innocents commencent à crier que gentil comme Blambak est victime d'une injustice qui ne dit pas son nom. Ce n'est pas bien. ACP et gentil comme Blambak ont contribué, ont travaillé pour vendre l'image de l'Union sacrée ainsi que du chef de l'État, et ACP devait bénéficier d'une certaine Merci beaucoup. Allez, Daniel Bumba a dévoilé son équipe gouvernementale, au total 10 ministres provinciaux et 10 commissaires généraux. D'abord les ministres provinciaux, à l'intérieur il y a Madame Mimi Bikela, aux finances il y a Magloire Kabemba, aux infrastructures Alain Chilungu, au plan Jésus Noël Cheke, votre membre du parti, votre camarade du parti. À l'environnement il y a Léon Moulouba. Je ne sais pas, à vous de nous fixer. Allez, au transport il y a Bob Amiso, au partenariat public-privé, commerce et artisanat, Fiston Lukwebo. Éducation citoyenneté, Jeannot Canola Rose, santé, Gongo Abakazi,
ouais, je crois que j'ai cité tous les 10. Avoir l'ossature de cette équipe gouvernementale, d'abord, cette innovation, le gouverneur Bumba qui a décidé de nommer une policière au ministère provincial de l'Intérieur. Ça sent la détermination et la motivation de la part du gouverneur de mettre fin à la criminalité. J'essaie de réfléchir. Je vis quelqu'un qui a été policier, soit nommé ministre, soit il a déposé, la dame a une seule possibilité, si je peux le dire ainsi, soit ça dit qu'elle avait déjà démissionné comme policière. Parce qu'on ne peut pas être policière et être le ministre. Donc nous attendons affectueusement sa démission en qualité de policière. Peut-être une mise en disponibilité. Mise en disponibilité, peut-être si c'est dans ce sens-là, c'est mieux. Mais c'est une dame qui est très très forte, une dame de terrain. Je crois que c'est une détermination peut-être pour le nouveau gouverneur d'éradiquer les phénomènes de Kuluna et autres. Je vois également le commandant de la ville qui se bat également nuit et jour pour éradiquer ces phénomènes Kuluna. Mais je voudrais féliciter notre très cher collègue communicateur qui a été nommé, je ne sais pas si vous le connaissez, docteur praticien, qui a été nommé ministre de Santé. En tout cas, je pense que cette considération à ce que nous faisons... Mais il n'est pas le seul. Il y a qui encore... Au niveau de l'ACP. Non, lui, il n'est pas de l'ACP. Il est du MLC. Il est du MLC, c'est un ami. Et l'ACP ACP, nous avons le ministre Junior Lemba qui a été commissaire général à l'industrie et énergie. Il y a madame Norbertine Matanda, affectueusement appelée Maman Lumière, Yabana Lemba, qui a été nommé ministre des Affaires sociales. Je crois qu'ils vont travailler pour l'intérêt de Quinois, pour que les Quinois sentent réellement qu'il y a un nouveau gouvernement provincial pour l'intérêt purement des Quinois. Il y a 2 membres de l'ACP qui sont nommés dans ce gouvernement provincial. Il y a 2 membres de l'ACP qui ont été nommés. 3, non? Avec Cheikh. Avec Général Cheikh, en tout cas, si je le félicite également. Vous faites exprès de l'oublier. Je ne savais pas que lui, il a été nommé. C'est vous qui m'informez. S'il est nommé... Ministre provincial du plan. Du budget aussi. Je le félicite pour sa nomination, courage, qu'il travaille pour l'intérêt de la République. Que les Quinois s'attendent à quoi? En tout cas, pour le moment, les Quinois doivent s'attendre à la continuité d'un travail qui a été bien fait par Jean-Tingo Ngobelamba. Continuité. Une continuité. C'est-à-dire que la ville va devoir... Non, les Quinois doivent s'attendre à une continuité d'un bon travail. Il y a des projets comme Kinibopet qui avait une très belle... Un projet qui n'a servi à rien. Non, qui avait une très belle ambition, mais le financement, parce que vous savez que les entités territoriales décentralisées ne vivent que des rétrocessions. Une ville comme la ville de Kinshasa, qui a beaucoup... qui a un grand espace, mais qui bénéficie pendant 5 ans de 7 fois la rétrocession. Je ne pense pas qu'un gouverneur peut faire quelque chose, mais Ngobelamba, comme un grand manager, il a quand même à faire quelque chose. Aujourd'hui, ce nouveau gouvernement provincial de Kinshasa, ils doivent se mettre au travail pour qu'ils soient réellement au service des Quinois. Mais je suis en train de dénoncer un fait. On a vu sur la toile comment les députés... Le chantage des députés provinciaux qui viennent demander 50 000 $ pour investir le gouvernement. Pour investir le gouvernement provincial. Non, mais si ces députés osent, ils doivent être arrêtés et transférés en prison. On ne peut pas conditionner l'investiture d'un gouvernement par le biais. Il est inadmissible. Vous avez laissé le mandat du peuple. Je demande à ces députés, même nationaux et provinciaux. Vous avez le mandat du peuple, chers députés. Le peuple vous regarde. Faites les choses pour l'intérêt des peuples. Aujourd'hui, les Quinois attendent l'investiture du gouvernement, de ce gouvernement, pour que... C'est prévu pour demain vendredi. C'est prévu pour demain vendredi. Aucune conditionnalité ne doit être exécutée. Et c'est le travail, c'est d'investir aussi le gouvernement provincial. Comment expliquez-vous l'attitude des députés? Parce que avoir l'ossature de cette équipe gouvernementale, je crois il y a plus ou moins 10 députés qui sont nommés. Ouais. Mais comment les mêmes députés devenus ministres doivent encore monnayer leur investiture? C'est ça que je veux dire. Il y a des suppléants qui vont exiger à la titulaire. Non, c'est contradictoire. On doit avoir une certaine moralité. Le peuple n'est pas naïf, le peuple nous regarde. Ce que nous faisons aujourd'hui, le peuple nous regarde. Je crois que pour investir un gouvernement, surtout qu'ils ont pris un long moment, et ils doivent être en action comme un gouvernement provincial pour travailler. La vie de Kinshasa a aussi certains défis à relever. C'est pendant quand ils seront investis que
les actions seront mises en application. Mais lorsqu'ils veulent bloquer pour demander l'argent, les suppléants, les 10 députés provinciaux de Kinshasa qui étaient nommés ministres, ils ont laissé leurs suppléants. Et je crois que les suppléants ne peuvent pas instruire aux titulaires l'argent. Je crois que c'était peut-être cette façon que nous dénonçons pour dire que cette pratique ne reflète pas la réalité d'une bonne assemblée. Est-ce que Daniel Bumba a le profil, mais aussi les atouts pour corriger les erreurs d'Ngobila qui ne tenaient jamais les conseils des ministres, d'après les révélations de Nerombungu? D'abord, ensuite des Ekoko Mulumba, Ngobila qui est arrivé au bureau à 14h pour répartir avant 17h. Est-ce que Bumba aura le profil, mais aussi le temps pour s'occuper de la ville, contrairement à Ngobila qui a été présenté comme un gouverneur? Je pense qu'il y a trop festif. Non, je crois qu'il y a certaines personnes qui parlent de Ngobila Mbaga, mais qui ne l'ont jamais abordé. Mais vrai ou faux, il arrive au bureau à 14h. Vrai ou faux, il arrive au bureau à 14h. Il faut nous demander, ce monsieur Jean-Luc Mbaga, c'est un grand bosseur. Il travaille. Un bosseur qui arrive au bureau à 14h. Non, parce qu'il y a des personnes qui ne l'ont jamais côtoyé, mais qui parlent de la personne. Non, c'est-à-dire que nous avons l'habitude, je ne connais pas Hervé, mais je parle d'Hervé très bien plus que lui-même. Non, Jean-Luc Mbaga travaille. Mais ce n'est pas, arrive au bureau. Ce n'est pas n'importe qui a parlé de Ngobila. Non. Les gens qui ont travaillé avec lui. Non, notamment Nerombungu, son vice-gouverneur. Il vient de dire des choses que lorsqu'ils veulent quitter. Pas des conseils des ministres. Les conseils des ministres, c'est le gouverneur qui arrive au bureau à 14h. Même pas. Le gouverneur qui traite certains dossiers chez lui à la maison. C'est un faux débat. Jean-Luc Mbaga a travaillé pour la vie de Kinshasa. Il venait au bureau à temps. Il rentrait très tard. Il traitait le dossier. Il arrive au bureau à quelle heure? Il venait au bureau très tôt matin. Moi, je l'ai vu venir au bureau à 8h30. Et moi, je suis là au Télé de Ville. Je l'ai vu venir au bureau. Il quitte là-bas à 22h. Je vous dis. Mais il y a des gens qui ont quitté le bureau à 22h. Oui. Non, mais 23h pour travailler. Non, je vous dis, il y a des gens qui parlent de lui, mais sans même lui côtoyer. Il a travaillé. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas voir l'ombre de Ngobila Mbaga partout. Laissons le nouveau gouverneur, qui du reste nous donnons beaucoup de chances, beaucoup d'opportunités. Le nouveau gouverneur qui va corriger vos erreurs. Non, mais pas corriger, il va peut-être... il va corriger vos fautes de gestion. Non, j'ai dit qu'il n'y a pas une... Surtout que c'est quelqu'un qui maîtrise l'économie. La gestion entre dans un principe d'une œuvre humaine. Dans une œuvre humaine, il ne manque jamais des imperfections. S'il trouve certaines imperfections qu'il souhaiterait arranger, je pense que ce sera une bonne chose pour l'intérêt des clients. Jean-Luc Mbaga a fait ce qu'il a fait pour la ville de Kinshasa. Lui doit venir continuer, pérenniser la vision de Ngobila Mbaga. Non, lui doit venir imprégner une autre marque de gestion. Moi, je pense qu'il doit faire la continuité. Il doit faire la continuité, la ville va disparaître. Pour voir s'il va imprégner notre marque, c'est toujours pour l'intérêt des clients. Merci beaucoup. Allez, on va parler de l'Assemblée nationale, cette polémique autour des fonds décaissés par la Chambre basse du Parlement pour soutenir le déplacement du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et sa délégation. Des éclaircissements ont été donnés par le premier vice-président de l'Assemblée, le professeur Chilumbai, et d'après lui, il n'y a jamais eu quelque chose de flou dans le décaissement des fonds. Alors, comment vous analysez à ce jour ces débats autour du déplacement de Vital Kamerhe, autour de sa demande de passeport diplomatique en faveur de ses membres de famille, mais aussi autour des fonds alloués à son déplacement? Je voudrais commencer d'abord avec la demande des passeports diplomatiques. Dans ces pays, nous avons un décret-loi de 2009 qui parle ici de la réglementation de l'octroi des passeports en notre pays. Il y a une disposition qui parle des catégories de personnes qui doivent bénéficier des passeports diplomatiques. Entre autres, président de la République, membres de la famille, premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, les membres du gouvernement, ainsi de suite. Mais ce qui m'a étiqué encore, parce que j'ai lu le règlement intérieur, parce que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, pour qu'il soit en application, ça doit être déclaré conforme à la Constitution. Exact. À son article 114, qui parle membre d'un député qui doit, les enfants à sa charge doivent bénéficier d'un passeport diplomatique. Mais on doit définir c'est quoi un enfant, c'est qui un enfant. Le code de la famille nous dit un enfant, c'est celui qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans révolu. Mais sur cette lettre, je vis, il y a madame, comment il s'appelle, l'enfant de Jubé, je vis l'enfant, l'autre enfant de qui,
Les 2 enfants, je me demande, est-ce qu'ils ont été adoptés par le président de l'Assemblée nationale? Si tel est le cas, il doit brandir l'acte de l'adoption. Et deuxième chose, est-ce que ces enfants-là sont des mineurs ou sont des majeurs? Si ces enfants sont des majeurs, ils doivent prouver qu'ils sont des majeurs. Mais s'ils sont des majeurs, s'ils sont des mineurs, pardon, ils doivent prouver qu'ils sont des mineurs. Mais s'ils sont des majeurs, ils ne sont plus qualifiés comme enfants. Donc ils n'ont pas droit question de droit diplomatique. En conséquence, ils n'ont pas droit au passeport diplomatique. Et surtout qu'ils doivent nous définir, l'article 114 doit nous éclairer qu'est-ce qu'on appelle enfants, les enfants à sa charge. Il y a aussi un flou. Il y a aussi un flou. Je crois que comme nous avons la Cour constitutionnelle qui avait déclaré conforme le règlement intérieur, on doit saisir la Cour constitutionnelle pour peut-être interpréter l'article 114. Parce qu'il y a un flou patent. Moi, j'estime que lorsqu'on a énuméré les personnes qui doivent bénéficier d'un passeport diplomatique, on ne cite pas les enfants majeurs de quelqu'un d'autre. On cite les enfants du président de l'Assemblée nationale. Les enfants du président du Sénat. Sans précision. Sans précision. Donc, aujourd'hui, par définition, j'ai dit le code d'affaires définit c'est qui un enfant. S'ils sont mineurs, entre guillemets, ils seront éligibles. Ils seront éligibles, mais s'ils sont majeurs, ils ne seront pas éligibles. Très bien. Alors, avant de parler des fonds, oui, on reste encore dans ces chapitres des passeports diplomatiques. Okay. C'est quoi l'avantage de détenir un passeport diplomatique? Parce que ces enfants voyagent déjà. Ils ont déjà la possibilité de faire le tour du monde. Alors, qu'est-ce que ces passeports diplomatiques va changer dans leur vécu quotidien? Non, attendez. Les passeports diplomatiques vous donnent tous les privilèges nécessaires. Parce qu'à l'aéroport, vous serez fouillé de la même façon que celui qui détient un passeport catégorie ordinaire. Non, attendez. Même si vous arrivez à l'aéroport, les passeports diplomatiques ont une certaine particularité. Mais vous aurez le même traitement que celui qui a un passeport ordinaire. Mais c'est un passeport diplomatique. Ça veut dire que lorsqu'on donne ça à une certaine catégorie et une certaine valeur. Mais je me demande aussi la vraie question, pourquoi les gens qui avaient déjà des passeports qui voyageaient partout doivent aussi bénéficier d'un passeport diplomatique? Quels sont les plans cachés? Je ne sais pas. Très bien. Alors, les fonds alloués au déplacement du président de l'Assemblée nationale, on parle de la 49e session de l'Assemblée parlementaire francophone qui doit se tenir au Canada. Et d'après les différents documents qui circulent sur la toile, on parle de 2 personnes par pays. Alors, la RDC va dépêcher 22 personnes, parmi lesquelles 10 députés et 12 membres du bureau ou des cabinets du président de l'Assemblée nationale. Est-ce une liste exorbitante? Est-ce un malentendu simplement? Qu'est-ce que nous devons retenir de ces déplacements? Je reproche à cette liste quelque chose. Comment la première mission officielle de l'Assemblée nationale, on prend presque la même province? Ah bon? J'ai vu des Washindimbi, des Wandengingi, les Giringiri. Mais j'ai dit, mais monsieur le président de l'Assemblée nationale. Même dans les déplacements du président de l'Assemblée nationale, la représentativité doit être prise en compte. La représentativité doit toujours être prise en compte. C'est l'Assemblée nationale, c'est la représentativité nationale de ces pays. Si le président Vital Kamerhe veut effectuer une mission officielle comme l'Assemblée nationale, comme celle-ci, il a fait un effort, il prend quelqu'un de Bandundu, il prend quelqu'un de Maniema, il prend quelqu'un de Kasaï, Grand Équateur. Ça fait la beauté. Mais ce qui est aussi grave, c'est que je reproche également comment une mission officielle de parlementaire, on prend 12 administratifs, 10 députés. Et on nous apprend à serrer certaines indiscrétions que la place, les officiels ne seront que 2. Les autres là, ils vont aller faire quoi? Je crois que peut-être il doit rectifier cette ordre de mission pour prendre l'essentiel, pour prendre ne fût-ce que 4 députés et 2 administratifs, ça serait une bonne chose. Est-ce que dans les au lieu de faire puiser la caisse de l'État de grosses sommes comme ça, alors que le pays a beaucoup de choses à faire pour le moment. Vous avez relevé la représentativité. Exactement. J'avais suivi aussi un autre juriste qui parlait aussi de la prise en compte des tendances politiques. C'est-à-dire que lorsque le président de l'Assemblée ou du Sénat se déplace, dans sa délégation, on doit trouver aussi des députés de l'opposition, soit des sénateurs de l'opposition. Est-ce que dans cette liste, il y a des opposants? Je ne sais pas, hein, mais il doit faire... ce que j'ai reproché à cette liste, c'est-à-dire que on doit faire, on doit réfléchir par rapport à ça, c'est-à-dire les opposants, si on veut prendre un ou 2 opposants, on voit la représentativité nationale pour que toutes les provinces ne se sentent pas
lésés. Mais nous avons vu qu'il y a les noms d'une certaine province, ça ne serait pas une bonne chose. Si c'était dans les cas, on voyait des chi, oh non, c'est le tribalisme. Or, pour le moment, ce n'est pas bien. Le président Kamé, je ne sais pas si c'était pacificateur. Je l'aime parce que c'est sa place, là où il devait être. Comme président de l'Assemblée nationale. Au lieu d'être au ministère de l'économie qui n'a pas pu bien gérer. Ah bon? Non, il n'a pas pu bien gérer. Ah. Ouais, je le dis, tout comme mon vieux ici des sports. Kaboulou. Ah non, je l'ai toujours dit au début. Moi, je pensais que les vieux devaient venir avec des réformes en matière sportive. Après toutes les critiques qu'il a infligées à ses prédécesseurs. Moi, je dis, mais il est entré, il n'a rien fait. Aucun bilan présenté aujourd'hui. Je pense qu'il ne serait pas l'auteur des critiques cette fois-ci. Kaboulou a lamentablement échoué. On lui pose la question, quel est votre bilan au nom des conseils de Fali, de Fer et francophonie? Est-ce que les peuples ont besoin d'État? Vous parlez tranquillement du bilan de Kaboulou, mais est-ce que vous serez à l'aise si on décidait aussi d'ouvrir la boîte à Pandore sur la gestion d'Engobila? Non, mais moi j'ai toujours été prêt pour ce débat. Si vous avez quelqu'un qui veut que nous puissions débattre sur le bilan d'Engobila Mbak, appelez-moi à chiffre à l'appui, je vais préparer. Si vous voulez organiser, je suis prêt. Quelqu'un qui critique le bilan d'Engobila Mbak, vous organisez une émission, je viens avec chiffre à l'appui pour dire qu'Engobila Mbak a un bilan largement positif. Très bien. La première ministre a effectué son premier déplacement à l'intérieur du pays. Et c'est la partie Est qui a été privilégiée en raison des atrocités que subissent la population de cette partie du pays. Dans quelle optique vous placez le déplacement de la première ministre? Moi, je l'encourage comme une dame. Elle a aujourd'hui toutes les fonctions nécessaires pour exprimer ses sentiments. Lorsqu'il trouvera les irrégularités que la Première ministre ne s'hasarde pas pour sanctionner, surtout que la partie Est aujourd'hui est victime d'une agression injuste qui nous a été imposée par la communauté internationale. La priorité du chef d'État parmi les 6 axes majeurs, il y a aussi le domaine de la sécurité. La Première ministre doit faire cet axe, sa priorité, instruire avec fermeté les différentes autorités qui sont là-bas, de ne pas être complice en tout moment, mais de travailler pour la République, mais qu'il fasse un audit très approfondi pour savoir ce qui a été fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'à son tour, qu'elle prenne des décisions utiles. Une question qui taraude l'esprit de plusieurs compatriotes. Paul Kagame, le président rwandais, avait fait une sortie médiatique la semaine passée dans laquelle il a menacé ouvertement de déclarer une guerre contre le Congo. Il s'est dit prêt en tout cas. Mais de notre côté, on n'a pas vu, on n'a pas entendu la réaction de nos autorités. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ces silences? Est-ce que vous ne voyez pas comment les choses avancent du côté Est? Aujourd'hui, le M23 qui s'est tapé la poitrine à tout moment ne dit pas, ne se prononce plus. Parce que nos forces armées ont montré leur efficacité. Mais vous savez que le chef de l'État, lors de sa tournée propagande qu'il a effectuée, il avait dit moins d'escarmouches, on devait tirer. Mais suite à certaines interventions de la communauté internationale, il devait dire que voilà, non, il faut attendre, donner la chance à la diplomatie. Mais moi, j'ai toujours interpellé la communauté internationale. Lorsque le M23, avec preuve à l'appui que ce mouvement est soutenu par M. Kagame, nous vous brandissons des preuves attestant réellement que c'est M. Kagame qui est déguisé à M23, mais la communauté internationale devait prendre des sanctions contre M. Kagame ou les conseils de sécurité devaient siéger pour prendre des résolutions fermes contre M. Kagame, afin que Kagame soit hors état de nuire. Mais si c'était le cas de l'avion du Congo, on va pas sanctionner, embargo zongi, et bah sanctions comme les dirigeants congolais. Mais aujourd'hui, Kagame qui menace en tout moment, qui réclame même une partie de notre terre, en violation même de certaines chartes internationales. Mais vous le laissez calmer. Le silence de Kinshasa, comment ça s'explique? Non, mais nous avons aujourd'hui, le chef d'État avait dit, on opte d'abord pour la diplomatie. Je crois qu'en tant que chef de l'État... Vous optez pour la diplomatie alors que l'agresseur, lui, s'est dit prêt à faire la guerre. Non, nous sommes dans la défensive. Nous faisons l'effort, aujourd'hui, le souhait
même du chef de l'État, que nous puissions récupérer tous les territoires qui ont été occupés par les aventuriers de M23. Moi, je pense que nos forces armées travaillent là-dessus. Les secrets militaires, on ne le met pas à la place publique. C'est que nous pouvons dire, c'est prier pour notre pays, que le chef de l'État et le gouvernement mettent les moyens nécessaires chez nos forces armées pour que les forces armées puissent exécuter leur mission en toute fidélité et loyauté. Merci beaucoup. On a terminé cette émission. La caméra est devant vous. Un dernier message au public et on va se séparer. Le dernier message, c'est que je vous remercie d'abord pour cette marque de confiance que vous placez à ma modeste personne. Je vous en prie. Je voudrais ici rappeler à nos autorités de l'Union sacrée de la nation. Au lieu que je m'adresse au chef de l'État parce qu'il a beaucoup de choses à faire. Alliance des Congolais progressistes, ACP, parti cher au sénateur Jean-Claude Malambak, est victime d'une injustice. Les cas particuliers et patents, c'est le refus de la validation de Madame Moliba Akaliebe Sévérine. La dame a été validée par le Conseil d'État sous l'arrêt 366, invalidant M. Samba Mwamolele Clovis au profit de Madame Moliba Akaliebe Sévérine. Mais depuis que nous avons signifié l'Assemblée provinciale de Kinshasa, cette dernière refuse catégoriquement de valider Madame Moliba Sévérine au motif parce qu'elle est membre du parti politique ACP. J'en appelle le ministre de la Justice qui avait réussi la dame la semaine passée d'intervenir parce que le peuple congolais attend de vous l'exécution de différentes décisions de justice qui souffrent de l'injustice. Tel est le cas de la décision Soureya 366 invalidant M. Clovis Samba Mamolele. Merci. Je vous en prie, Maître Gauthier, grand merci à vous pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Ça n'est fini, mesdames et messieurs. Merci à toute l'équipe technique. Mention spéciale à Edwige Itoma qui commémore ses 27 juin. Sa nativité. Joyeux anniversaire, chère petite sœur. Bénédiction sur vous, prospérité et longue vie. À toutes et à tous, merci d'avoir suivi cette émission. Au revoir.